Bonjour à tous. Alors, je voulais faire une vidéo rapide pour faire le pendant de celle que j'ai faite sur la partie numéro 2 de l'oral, l'entretien avec le jury, pour faire une vidéo cette fois-ci sur l'oral lui-même, puisque je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont en train de travailler activement et intensément sur cet oral du bal de français et en faire un pour rassembler un certain nombre d'éléments essentiels. Je vais vous laisser sur Pronote un document que je vous avais indiqué que je vous donnerai, à savoir le document officiel concernant l'organisation de ces deux parties de l'oral et les attendus du jury. C'est un document officiel qui émane de l'inspection générale et document qui est très utile pour savoir exactement de quel point de vue se situe le jury lorsqu'il est en face de vous, puisque les gens qui vous interrogent ont été comment dirais-je, informés de la grille d'évaluation, informés de ce qu'on attend d'un candidat, informés d'ailleurs aussi de la prise en compte de la situation concernant la pandémie et la constitution aussi de certains élèves qui se trouvent en demi-jauge. Ça sera indiqué sur votre descriptif lorsque je vous le donnerai, puisque le document que je vous ai laissé sur Pronote est un document provisoire qui fait la liste de ce que nous avons prévu dans le cours d'explication de texte et du point où nous en sommes arrivés. Comme vous le voyez, nous atteignons la 11e sur 14. Et donc ce document de l'inspection générale que je vous mettrai sur Pronote, sans doute aujourd'hui ou demain, vous permettra aussi d'avoir des idées très précises sur ce qu'il faut faire. Quoi qu'il en soit, sur cette première partie de l'oral, il y a un certain nombre de choses à dire. Alors je vais d'abord commencer par répondre à une question d'une élève, en l'occurrence d'Oran Thibaudot, en première G4, qui me demande si nous allons faire une classe virtuelle parce qu'elle voudrait bien en faire une. Alors, pour le cours lui-même, c'est-à-dire par exemple pour le travail sur les fausses confidences, sur votre lecture, sur votre compréhension, et ainsi de suite, ça je n'en ferai pas, parce que c'est une perte de temps, parce que je fais des vidéos, et parce que je vais en faire d'ailleurs une de bilan sur les fausses confidences, parce que j'ai tout écrit, et qu'il vous suffit tout simplement de relire au fur et à mesure ce que vous avez lu pour suivre scène par scène. Parce que je vais vous donner aussi un travail qui permettra de faire ce bilan, en tout cas de le préparer, même si moi je le ferai en l'occurrence à l'oral pour vous donner des éléments très précis. Deuxièmement, parce que nous sommes en demi-jauge et que nous n'avons pas de temps à perdre. Et que les inspections générales et le ministère d'ailleurs ont insisté sur le fait que les élèves ne doivent pas avoir plus de 3 heures de classe virtuelle par jour, ce qui réduit évidemment par rapport au nombre de spécialités que vous avez les possibilités. Et puis je crois quand même que ces vidéos sur YouTube ont ceci d'intéressant, vous pouvez les arrêter, que vous pouvez les reprendre, que vous pouvez les écouter quand vous voulez. Ça, c'est un élément absolument essentiel. Vous avez, là en l'occurrence, en distanciel, à gérer votre propre rythme. Ça ne veut pas dire que je mets une interdiction devant le fait de faire des classes virtuelles, ça n'est pas ce que je dis. Mais les multiplier pour les multiplier, ça ne me paraît pas utile. Le travail en classe virtuelle est problématique aussi parce que les élèves ont du mal, adolescents que vous êtes, à être concentrés devant un écran, sans parler, sans manipuler des choses qui font du bruit, sans faire les cons, d'ailleurs, peut-être aussi parfois, même si je ne préjuge pas de ce que vous feriez. Et c'est aussi une gestion disciplinaire supplémentaire. Et je connais mon humeur, et je ne supporterai pas, ça c'est sûr et certain. Et de toute façon, les principes et les éléments d'argumentation principaux sont que une vidéo sur YouTube est très facilement accessible. Ça n'est pas le cas pour les vidéos que je mettrai à partir du CNED ou à partir de l'ENT. Qui serait beaucoup plus difficile d'accès, même si en l'occurrence maintenant avec le NT et le CNED on peut enregistrer les classes virtuelles. Le seul petit problème, je suis allé regarder bien sûr pendant les vacances, cet enregistrement, je ne sais pas où il atterrit, et en l'occurrence on ne me l'a pas expliqué puisque nous sommes censés tout faire tout seul par des tutoriels. Donc pour l'instant je pense quand même que l'ensemble des vidéos, même en droit pour les élèves de seconde comme pour les élèves de première, sur YouTube me paraît la meilleure des solutions, et du reste énormément d'élèves les écoutent et les regardent. Quoi qu'il en soit, si vous avez besoin d'éléments
supplémentaires, de petites questions à traiter en 10 minutes ou un quart d'heure, là pour le coup évidemment je le ferai avec grand plaisir, mais de là à en faire une classe virtuelle systématiquement, je ne le ferai pas. En revanche, pour la préparation de l'oral et aussi pour la reprise de la notion de dissertation, ça pour la dissertation on va le reprendre quand on sera en cours, puisque nous sommes censés arriver en cours le 3 mai, pour l'oral, je vais vous proposer la semaine prochaine une classe virtuelle aux 2 groupes de chaque classe, de manière donc à ce que nous fassions un bilan, mais pour ce faire j'ai besoin que vous ayez travaillé, donc je vais vous donner un certain nombre d'indications ici, si vous n'avez pas déjà commencé à travailler bien sûr. Si vous n'avez pas commencé à travailler, c'est d'ailleurs pas la peine de venir en classe virtuelle, hein, parce que si c'est juste pour observer, je ne vois pas trop l'intérêt, si vous n'avez rien fait de votre temps, je veux dire. Donc si vous n'avez même pas lu une des œuvres par exemple, ça n'est pas la peine de venir, ça va m'exaspérer d'ailleurs. En revanche, si vous avez tous lu, si vous avez bien travaillé, même si vous avez des difficultés de lecture, hein, ça par contre je ne préjuge pas de vos difficultés de lecture, venez et puis nous travaillerons sur l'oral, mais précisément sur l'oral, en l'occurrence la première partie de l'oral. Mais nous pourrons aussi parler de la deuxième partie, puisque je sais que, comme j'ai laissé une vidéo, un certain nombre d'entre vous ont commencé à réfléchir à l'œuvre qu'ils vont choisir, parce que maintenant vous les connaissez toutes, et vous avez vu de quoi est fait le cours, donc, et de quoi est faite exactement la problématique, donc vous savez comment vous situer, et vous avez à tester un certain nombre des affirmations que vous allez faire, et donc effectivement un certain nombre d'entre vous ont envie de tester ces affirmations. Donc ça je le ferai à partir de la semaine prochaine, et je vous donnerai très, très vite les liens et les dates exactes, sachant qu'en plus, alors oui, il y a quelque chose qui me bloque moi aussi, c'est que, j'ai oublié de vous le dire, c'est que l'inspection générale demande, et le ministère donc, qu'on ne fasse pas de classe virtuelle avant 9h30. Or, moi j'ai une grande partie de mes cours qui sont tôt avec vous, puisqu'en première G2, j'ai les cours de 8h à 10h, et en première G4, en l'occurrence, j'ai le cours. Attendez, le lundi, c'est les premières G2 aussi. Donc, en l'occurrence, en première G4, je les ai l'après-midi. Mais pour les premières G2, par exemple, ça m'enlève 3 heures de cours, hein, très clairement. Donc là, je suis obligé de les situer ailleurs et donc de demander à mes collègues s'ils sont disponibles, et ainsi de suite. Donc c'est quand même aussi toute une organisation, tout ça pour voir à peine la moitié des élèves, pour la plupart des collègues qui l'ont fait. Hein. Donc ça réduit l'efficacité, et puis finalement, pour quelque chose qui est plus psychologique qu'autre chose, finalement, vous êtes tout à fait efficace. Alors par contre, vous avez des questions à poser, un certain nombre de choses à rassembler, là pour le coup, on le fera. Donc on fera bien une classe virtuelle sur l'oral, ça je vous l'ai dit, hein, et je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, cette première partie de l'oral, maintenant passons à cette première partie de l'oral. Je reprends une petite gorgée de café. Cette première partie de l'oral est une partie qui tourne autour de l'explication du texte, donc, explication linéaire comme vous le savez, et cette explication est organisée en 3 temps dans cette première partie de l'oral. Et il s'agit de partir sans cesse du texte et de la linéarité du texte, c'est-à-dire partie du texte après partie. Vous avez la dynamique du texte, vous le sectionnez en 3 groupes, comme je l'ai fait la plupart du temps, ou en 2, et vous voguez, vous entrez dans le texte par cette dynamique du texte. Et c'est dans cette linéarité du texte que vous respectez, que vous faites le commentaire. Vous ne devez donc pas, comme je l'ai encore entendu, et comme je l'ai entendu au moins 3/4 des fois sur cette orale, vous ne devez pas en faire un commentaire. Si vous en faites un commentaire, vous prenez une tôle, c'est sûr et certain. En tout cas, vous perdez énormément de points. Mais ça, on en reparlera d'ailleurs. Maintenant, vous l'avez bien vu parce qu'on l'a fait sur Montaigne, et là, pour le coup, vous avez bien compris le système quand on l'a fait. Donc, partir du texte, ça n'est pas une récitation de cours, surtout pas. Et ça n'est pas non plus la lecture de quelque chose que vous avez sous les yeux. Ça s'entend, c'est catastrophique, ça ne marche pas, ça ne communique pas, et c'est fortement discriminé dans la note. Donc il ne s'agit pas d'être un perroquet sur quelque chose qui a été dit par quelqu'un d'autre. Vous devez entrer dans le texte par vous-même. Ça, c'est le principe de l'explication de texte. Après, il ne s'agit pas non plus de faire du mot à mot, ça n'est pas ce qu'on vous demande, vous n'êtes pas dans un concours, d'ailleurs vous n'avez que 8 minutes au minimum, et donc ou 10 minutes si vous intégrez la question de grammaire dans votre explication. 10 minutes, hein, c'est un temps qui est suffisant pour faire un commentaire intéressant du texte, hein, et pour en faire sortir un certain nombre d'enjeux importants, ou en tout cas au moins un enjeu, mais ça n'est pas évidemment une dimension suffisante pour épuiser le texte phrase à phrase. Le fait que moi d'ailleurs je le fasse
dans les documents que je vous donne, par exemple à l'écrit, parfois à l'oral, lorsque je l'ai fait à l'oral, pour Rosemonde ou pour Crépuscule, par exemple, ne suppose pas que vous devez faire la même chose à l'oral. Simplement, vous devez faire des choix parmi les choses que je vous ai enseignées, désignées, apprises, et donc ces choix relèvent précisément du projet de lecture que vous allez faire. Voilà pour le principe. Pour l'organisation de cette partie de l'oral, parce que ça va être un élément très important de la notation. Le candidat est-il capable de gérer son temps, de jouer le rôle qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de ne pas lire de notes, de lire des notes bien sûr, mais de ne pas lire des phrases toutes faites, pardon, et a-t-il compris les 3 activités différentes qui lui sont demandées pendant cette orale, en l'occurrence, d'abord la lecture du texte, et une lecture qui doit être avec le ton, je vous le rappelle, et pas un ton surjoué, ou au contraire, pas une espèce d'enterrement auquel vous seriez en train d'assister, l'explication linéaire, et la question de grammaire qui, elle, correspond à encore quelque chose de différent. Donc ces 3 activités sont présentes dans les 12 premières minutes et elles doivent être gérées du point de vue du temps. 2 minutes pour l'introduction, avec en gros présentation de l'auteur, présentation de l'œuvre très rapidement, si c'est dans l'œuvre intégrale, sinon vous n'êtes pas obligé de le faire. Surtout présentation des caractéristiques du texte, c'est-à-dire en 2 éléments qui vous paraissent essentiels, du contenu par exemple, ou du procédé principal. Je pense particulièrement au premier texte qui a été fait en 3e sur Marguerite Yourcenar, Le paysage de mes jours. Dans ce texte, l'auteur évoque la difficulté de faire un portrait et utilise la figure de l'allégorisme pour faire cette évocation. Voilà, vous avez présenté les caractéristiques du texte, vous avez compris parfaitement ce qui se passe dans le texte en question, et ça peut vous lancer vers un projet de lecture important. Vous avez donc dans cette première partie de cette orale des informations qui sont restreintes parce que la lecture, dans le cadre des 2 minutes, fait qu'il vous reste à peu près 45 secondes, donc vous avez fort peu de temps, et donc il est préférable de ne pas présenter la dynamique du texte, alors qu'on le fait habituellement pour les concours par exemple, de ne pas la présenter dans l'introduction, mais plutôt au cours du propos lui-même. Donc dans vos 8 minutes, chacune des entrées dans les sous-parties du texte se fera par le biais de ce que vous auriez fait dans la dynamique dans l'introduction, c'est-à-dire autrement dit, une présentation de la structure du passage et de la façon dont on passe de l'un à l'autre, et vous en faites donc l'entrée dans chacune des parties, puis un tout petit bilan pour comprendre comment on passe à la partie suivante, lorsque vous avez fini la première partie, par exemple, la première sous-partie du texte. Donc ne pas intégrer la dynamique du texte dans l'introduction. Pour la conclusion, puisqu'il doit y avoir une conclusion, je vous rappelle que vous ne devez pas attendre la conclusion pour présenter un projet de lecture. C'est souvent ce que vous faites. Les choses les plus importantes dans les oraux catastrophiques se trouvent dans la conclusion, comme s'il y avait une espèce d'intrigue mystérieuse. Là, vous allez voir à la fin, au bout des 12 minutes, ce dont je voulais parler exactement. Non, il faut le dire tout de suite, hein, c'est ce qu'on attend. La conclusion donc, doit présenter d'abord une synthèse très rapide des arguments principaux qui ont été utilisés dans le développement. Voilà comment j'ai parcouru le texte de manière à répondre à la question que j'ai posée dans l'introduction, qui était mon projet de lecture. Et cette question, j'y réponds très rapidement dans cette synthèse. Puis ensuite, vous faites une ouverture pour que le texte soit l'occasion de réfléchir à quelque chose d'autre, soit un texte proche. Vous avez un texte dans le parcours ou Apollinaire, ce serait quand même le moment de parler d'Apollinaire, me semble-t-il, si vous parlez du parcours par exemple, ou de Marguerite Yourcenar et d'autres éléments, de l'autobiographie, de l'écriture de soi, du néo-hellénisme au XXe siècle, j'en passe les meilleurs. Et donc, à partir de là, cette conclusion vous connecte ce texte à une autre galaxie, qui est celle littéraire dans laquelle il se trouve. Et donc votre développement qui tient en 8 minutes. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit, ces éléments-là, parce qu'ils sont essentiels. Vous devez respecter ces grands ensembles. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un élément essentiel que je viens de préciser. De même, la question de grammaire, ça n'est pas dit tel quel, mais il me semble que ce serait utile que vous disiez d'emblée, dans l'introduction par exemple, ou au tout début de votre introduction, que vous avez choisi soit de la traiter dans le cadre de votre explication de texte, soit de la traiter à l'extérieur.
Vous n'êtes pas obligé de vous justifier, hein. Si vous voulez justifier parce que vous préférez traiter très clairement d'un phénomène grammatical en dehors du texte, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, annoncez-le dès le départ, ça sera tout aussi efficace et ce sera sans doute fort bien vu. Je rappelle, entre parenthèses, l'organisation que je vous avais proposée et que je vous avais conseillée pour la question de grammaire. D'abord, observez le fait dans la phrase. En général, c'est pas en général, on va vous proposer en première générale, donc, vous commenterez la portion de phrase, la proposition, à partir de la ligne machin jusqu'à la ligne machin. Donc on vous donne une portion de phrase ou une phrase entière, mais enfin c'est plutôt une portion de phrase. Et vous commencez par observer. Évidemment, il y a des faits essentiels. Hein. Vous avez une demi-heure de préparation, je vous le rappelle, donc vous avez le temps de réfléchir à pourquoi on vous a posé cette question-là. Est-ce qu'il y a un phénomène qui vous paraît évident, une subordonnée, laquelle, circonstancielle, complétive, relative, quel type de relative, comment est-ce qu'on définit une subordonnée, ça c'était en cours, donc ça il faut que vous le connaissiez. Comment est-ce que vous voyez qu'il y a deux propositions différentes, parce qu'il y a deux verbes, et comme il y a une deuxième proposition qui est en relation syntaxique de dépendance avec la première, on est dans une subordonnée. J'ai donné aussi des éléments pour démontrer qu'il y avait une subordonnée, par l'effacement par exemple du terme subordonnant, j'en passe les meilleurs. Donc vous commencez par observer le phénomène. Si c'est un phénomène qui touche à l'interrogation ou la négation, vous vous situez dans les constituants primaires de la phrase, constituant donc groupe sujet, groupe verbal et les groupes nominaux qui sont autour, donc les actants autour. Est-ce que c'est une négation totale pour le groupe verbal ou une négation partielle pour les autres groupes? Où se situe-t-elle? Sous quelle forme se présente-t-elle? Et ainsi de suite. Donc déjà, vous avez une bonne minute pour désigner de manière très précise. N'allez pas trop vite. Vous êtes en train de traiter de choses qui doivent être précises et claires. Ensuite, vous évoquez le problème posé. Par exemple, est-ce qu'il s'agit d'une relative périphrastique? Est-ce qu'il s'agit, donc c'est-à-dire d'une relative en ce que, ce qui, une relative substantive, c'est-à-dire une relative qui joue le même rôle qu'un groupe nominal en tant que constituant, une relative qui serait par exemple complément d'objet d'un verbe. Est-ce que c'est une relative épithète, c'est-à-dire une relative expansion du nom? Et évidemment, elle n'a pas la même situation, elle n'a pas la même fonction, pas le même rôle que les deux substantives précédentes, la périphrastique et la relative sans antécédent, alias relative substantive, donc. Les éléments qui la situent donc sont importants. Est-ce que s'il s'agit d'une relative s'il s'agit d'une relative adjectivale, est-ce qu'elle est déterminative ou explicative? Ça aussi c'est dans le cours, je vous y renvoie. Et à partir de là, est-ce qu'il y a des phénomènes importants? Par exemple, est-ce que c'est une relative au subjonctif? Ou est-ce que c'est au contraire une relative à l'indicatif? Est-ce que c'est une relative qui est derrière un présentatif, c'est Jean qui est parti par exemple, ce qu'on appelle une tournure extractive. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre phénomène? Est-ce que c'est une relative séquence de présentatif aussi? Ça c'est un élément important. Vous avez un certain nombre de problèmes concernant la négation polémique ou négation descriptive, ou les deux, ça peut être aussi un peu les deux. Et puis, concernant les autres phénomènes, puisqu'on peut vous interroger sur tout phénomène, vous devez connaître les natures et les fonctions très bien, parce que vous en aurez besoin. Mais enfin, en gros, on peut vous interroger très globalement, principalement sur 1, le sujet, 2, le complément d'objet, les compléments après le verbe, donc les compléments appelés par le verbe, complément d'objet locatif, donc c'est-à-dire je vais à Paris par exemple, à Paris par rapport à aller, qui est un complément qui ressemble à un circonstant mais qui est un circonstant essentiel. Voir aussi les compléments circonstanciels, donc les groupes prépositionnels et les adverbes qui jouent le rôle de périphérique dans la phrase et de caractériser les circonstances de l'action. Et enfin un certain nombre de compléments dont il faut tenir compte, les attributs derrière les verbes d'état, les compléments en prolepse, c'est-à-dire les compléments qui sont au début ou à la fin de la phrase et qui sont représentés par un pronom dans la phrase. Jean
il est parti, construction qu'on utilise beaucoup à l'oral. Donc voilà, pour la question de grammaire, vous avez d'abord observation, puis explication du phénomène et du problème, entre guillemets, de la problématique posée par le phénomène, et si possible, vous terminez, si vous en avez le temps, si vous n'êtes pas dans la mouise non plus, parce que c'est pas la peine de vous en faire encore plus, mais si vous en avez le temps et si vous avez compris, vous liez votre analyse à l'étude du texte. Que vous l'ayez fait avant, pendant l'explication ou après, ça ne change rien. Vous pouvez très bien revenir. Comme je l'avais dit dans mon explication, ce phénomène grammatical justifie ce que nous avions dit, ainsi de suite. Voilà. J'ai passé un petit peu de temps sur cette question de grammaire, c'est important de rappeler la méthode. Évidemment, il faut avoir des connaissances, parce que là, vous voyez bien, il y a quand même un certain nombre de connaissances que je viens d'aborder très rapidement. Tout a été fait en cours. Donc si vous n'apprenez rien, c'est à vous qu'il faut vous en prendre, il va falloir vous y mettre. J'insiste, troisième point, sur l'organisation donc, de votre propos, sur le fait que pour l'explication de texte, même si elle constitue un regard analytique sur un seul passage, la connaissance de l'œuvre, je parle des textes dans les œuvres intégrales, la connaissance de l'œuvre est absolument essentielle. Et il est fort bien vu en général, au fil de l'explication, de faire des liens, des échos entre le passage que vous êtes en train d'étudier et le reste de l'œuvre, si ce passage éclaire le reste de l'œuvre, ou si le reste de l'œuvre éclaire le passage en question. Donc je pense particulièrement à la difficulté de faire un portrait dans ce fameux Le paysage de mes jours, page 33 sur l'édition folio de Marguerite Yourcenar. La difficulté de faire un portrait se situe elle-même dans un chapitre de la première partie, qui est un chapitre méthodologique, épistémologique de la part d'Adrien, qui évoque la difficulté de se faire un portrait à soi-même, qui est en fait une question aussi moderne utilisée par Marguerite Yourcenar. Donc là, évidemment, l'économie de l'œuvre est essentielle pour faire l'explication du texte. Enfin, quatrième point sur l'organisation, c'est la maîtrise de l'expression. Faites bien attention, parce que vous avez encore tendance à beaucoup parler n'importe comment. Si vous avez du mal à vous exprimer correctement, parlez moins vite que moi, parce que moi je parle plus vite, mais en l'occurrence, je peux parler vite et bien, parce que c'est mon travail. Mais vous risquez d'avoir tendance, du moins, à ne pas parler correctement, à oublier les nœuds, à dire surtout que, à dire un certain nombre de normités du style malgré que, à faire des erreurs de vocabulaire, à faire des erreurs de prononciation aussi, du style c'est pas à moi. Pour maîtriser mieux son expression, il est préférable d'aller un tout petit peu moins vite et de surarticuler. Alors il ne s'agit pas de surarticuler comme une espèce de dingue, mais enfin d'insister sur votre prononciation de manière à ce que vous soyez conscient que vous êtes en train de prononcer. C'est très important, ça va vous permettre de faire moins de fautes et surtout de maîtriser exactement ce que vous êtes en train de dire. Et puis surtout, ça va vous donner l'impression que vous êtes quelqu'un de posé, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'après tout, c'est ce qu'on demande. J'insiste sur le point que l'explication qui est faite dans les 12 premières minutes, donc introduction, corps de l'explication et question de grammaire, doit être gérée par le candidat. L'examinateur ou l'examinatrice n'a absolument pas autorisation d'intervenir pendant ces 12 minutes. Ce qui signifie que si vous avez pris trop de temps pour votre explication parce que vous ne vous êtes pas chronométré, vous perdez 2 points. Parce que vous n'aurez pas fait l'explication, parce que vous n'aurez pas fait la question de grammaire, par exemple. Si jamais vous atteignez les 12 minutes en n'ayant pas terminé, on vous arrête. Et là, vous ne pourrez rien dire. Donc il faut absolument que vous maîtrisiez votre temps. Moi, je vous conseille très fortement puisque vous allez faire votre oral à Dautry, donc parce que maintenant les oraux sont organisés par grands établissements partout pour que les élèves n'aient pas à se déplacer dans d'autres établissements qu'ils ne connaissent pas. Et de toute façon, la situation pandémique nous oblige à le faire. Et donc, comme vous serez à Dautry, vous serez aussi à plusieurs, donc vraisemblablement, vous pourrez aussi partager des chronomètres. Vous n'avez pas le droit au téléphone portable, je vous rappelle. Donc il faut un chronomètre ou une montre à trotteuse, mais enfin avec un chronomètre c'est quand même beaucoup plus simple parce que on n'a pas besoin. Attention, dans le stress, on ne maîtrise pas ce genre de choses, on s'envole complètement. Donc n'essayez pas de maîtriser le temps en même temps que vous maîtrisez votre façon de dire les choses, ce que vous dites, l'œuvre, ainsi de suite, vous n'y arriverez pas. Impossible.
Voilà pour les 4 éléments principaux pour l'organisation de cet oral que j'ai rappelé, les 5, mais parce que j'ai même traité de la grammaire, j'ai rappelé l'ensemble des choses que je voulais rappeler. Alors maintenant, pour terminer ce propos, une petite gorgée de café. Le travail que je vous suggère est de plusieurs ordres. Je vais vous proposer aussi des orientations. D'abord, ce qu'il faut maîtriser avant le bac. Le titre du parcours pour le seul parcours qui est présenté, et pour l'œuvre, la problématique nationale. Et donc pour l'œuvre et le parcours, la problématique nationale. Comment est-ce que vous comprenez cette problématique nationale? En 2 phrases ou 3 phrases maximum. Dans quel siècle on se trouve? Dans quelle période de ce siècle on se trouve? Pourquoi? Par exemple, le futurisme de Marinetti, l'esprit nouveau défendu par Apollinaire, le surréalisme en 1924, voilà 3 époques, 3 éléments importants entre 1909 et 1924, avec le dadaïsme aussi en 1919, la guerre de 14 évidemment, entre 1909 et entre 1914 et 1918, mais enfin entre les deux premiers, et le caractère essentiel de cet événement historique dans le développement culturel de l'Europe. Voilà pour ce qui concerne par exemple la poésie. Pour ce qui concerne Marguerite Yourcenar, l'orientation prise soi-même comme un autre suppose une lecture particulière de l'œuvre, notamment de ne pas partir de l'écriture de l'Antiquité ou de l'écriture de l'Histoire. Ça n'est pas l'objectif de départ, même si on peut s'en servir comme argument pour traiter de soi-même comme un autre. Par exemple, si on traite de soi-même la modernité comme un autre à travers l'Antiquité, là pour le coup, effectivement, on traite bien du sujet. Donc, maîtriser la problématique nationale et être capable, le jour de l'entretien par exemple, ou y compris le jour de l'oral pour la première partie de l'oral, vous pouvez aussi vous appuyer sur ces choses-là. En tout cas, c'est important que vous le maîtrisiez. Et évidemment, pour la dissertation, c'est encore plus important. Donc, il faut que vous utilisiez ce travail pour l'oral pour travailler aussi pour la dissertation ou pour l'explication, pour le commentaire. Deuxième travail possible, quelle est la situation précise des textes analysés dans l'œuvre, dans les œuvres, donc les 14 textes, vous devez par cœur les situer. Dans Apollinaire, par exemple, dans l'école, nous avons fait 3 explications. Lesquelles? Et où se situe-t-elle dans l'œuvre? Pour Marguerite Yourcenar, on en a fait 3. Lesquelles et où se situe-t-elle dans l'œuvre? Et préciser la situation. Et comment cette situation, de mémoire, vous apprend quelque chose sur l'œuvre. Si vous ne savez pas faire ça, vous n'avez pas encore assez travaillé. Ensuite, pour chacun des textes, chacun des 14 textes, donnez des précisions concernant les éléments de contenu dans ce texte. Soyons précis. 1. Présentez le contenu du texte en 2 ou 3 phrases. 2. Entrez dans le détail. Vous n'allez pas réussir à le faire tout de suite, mais ensuite vous allez réussir à le faire. Entrez dans le détail portion par portion. Vous savez le faire sur Montaigne, je suis à peu près sûr. Dans le premier texte dans des cannibales, est-ce que vous vous souvenez exactement de l'organisation des éléments du contenu? C'est ce que j'appelle la séquentialisation de l'œuvre. Et ça, vous allez voir que si vous le savez par cœur, ça va vous aider absolument, considérablement pour la dissertation. 4e point, quelle est la dynamique d'organisation des sous-parties, du contenu dans chacun des textes? Oui, il faut le savoir par cœur, et c'est mieux. Ça ne veut pas dire que vous allez l'apprendre par cœur, puis le ressortir comme un perroquet le jour de l'oral, ou le jour de l'écrit, mais enfin, ça va vous aider, en tout cas, parce que vous n'aurez pas à chercher précisément. Vous pourrez faire les phrases que vous voulez, à partir du moment où le contenu y est, ça sera bon. 5e point, sous-partie par sous-partie. Je pense particulièrement, par exemple, vous prenez Ode de Valérie Larbaud. Quels sont les procédés principaux utilisés et comment est-ce que je les définis? Où est-ce qu'il y a une personnification? Où est-ce qu'il y a des éléments d'éloge? Où est-ce qu'il y a un élément énergique au début du texte? Où est-ce qu'il y a une énumération? Et pour quelle raison? Et comment je définis ces éléments-là au fur et à mesure? 6e point, quel rapprochement puis-je faire pour ce texte au pluriel?
disons 2 ou 3, quel rapprochement puis-je proposer pour la conclusion? Est-ce que je peux proposer des rapprochements originaux? Ou en tout cas, non originaux, mais très bien traités? Je rappelle qu'un rapprochement, c'est trouver une filiation entre soit deux textes, soit un texte et un grand ensemble littéraire. Ce texte me permet d'entrer dans l'ensemble littéraire, ou ce texte me permet d'analyser un nouveau texte, qui est en l'occurrence un texte que vous avez étudié par la même occasion, à perdre du temps. Utilisez de ce point de vue-là les lectures cursives. Elles seront, si vous faites un rapprochement avec une lecture cursive, très valorisantes. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous ne les lisent pas, mais c'est une erreur, parce que je donne un certain nombre d'éléments. Maintenant, d'un point de vue global, trouvez la bonne mesure dans l'explication, et ça vous avez parfois un petit peu de mal à le faire, mais c'est normal, entre ce qui est de l'ordre du technique et ce qui est de l'ordre du fond. Je vous rappelle que ce que je vous ai dit au départ, c'est, pour l'explication, c'est le principe, on entre d'abord dans le texte, c'est-à-dire dans le contenu du texte. Mais ce contenu, il est mis en œuvre par un genre, la poésie, le théâtre, le roman, il est mis en œuvre par une intention, qui est celle de l'auteur, et vous devez partir de ce contenu pour lui faire dire quelque chose qui va constituer une analyse. Mais trouvez surtout la bonne mesure entre le contenu et les éléments techniques qui font parler ce contenu. Le meilleur moyen de trouver une bonne mesure, c'est de partir de la dynamique du texte, parce que je vous rappelle, je ne l'ai pas dit, je viens de le dire à celui dont je viens de corriger l'oral, enfin, l'explication s'appuie, comme je vous l'avais dit en cours, sur Montaigne notamment, je l'ai redit, sur la dynamique du texte. Comment les grands éléments, ce qu'on appelle la structure, auparavant au collège, comment les grands éléments de contenu s'organisent dans le texte, comment on passe de l'un à l'autre, comment le texte constitue une stratégie, autrement dit. Et vous n'avez pas le temps dans l'introduction de parler de cette dynamique, puisque vous n'avez que 2 minutes pour faire la lecture et la présentation de l'œuvre et du texte. Et bien précisément, avec la dynamique, vous entrez dans le contenu, et dans les éléments de contenu. Et ça fait partie de l'explication. Dans un premier temps, par exemple, Valérie Larbaud dans Ode fait l'éloge du train, qu'il personnifie, auquel il demande un échange. Puis ensuite, et j'entre dans la première partie en disant ça. Je ne vais pas entrer dans la première partie mot à mot, en décomposant tout, et en dissolvant tout. Je vais entrer d'un point de vue global, et puis ensuite, à l'intérieur de ces éléments-là, je vais choisir des éléments saillants, un parcours stylistique dans le texte, dans la sous-partie en question. Un autre conseil, essayez de chatter sur un texte, ou de converser par WhatsApp, par exemple, ou par Skype. Vous chattez sur un texte en 10 minutes. On choisit un texte qu'on aurait fait en explication, et vous traversez le texte, c'est-à-dire vous mettez de côté la maîtrise de la langue, vous pouvez utiliser des expressions plus relâchées que ce que vous feriez le jour de l'oral, mais il faut que ça dure en 10 minutes maximum pour que vous ayez traversé le texte, pour ne pas hésiter, pour ne pas avoir de blanc. Ça, c'est un élément qui peut fonctionner. Enfin, dernière chose, en 2 minutes, vous pouvez le faire avec quelqu'un là aussi, vous expliquez quel parcours stylistique vous allez faire dans le texte. En 2 minutes, je vais commenter d'abord, par exemple dans Valérie Larbaud, d'abord l'impératif, puis les 4 COD de l'impératif en question, puis une énumération, puis une allitération, ainsi de suite, pour dire telle chose, et ainsi de suite. Hop, et je passe à la partie suivante. Je ne pourrais pas faire beaucoup plus de toute façon le jour de l'oral. En 1 minute, vous ne me rendez pas compte, vous vous rendez bien compte que vous n'aurez pas le temps de faire 25 000 choses. Et c'est ce qui vous permettra de réviser précisément les éléments principaux, les procédés principaux que vous avez définis pour chacun des textes et mémorisés. Donc voilà pour ce que je peux vous proposer. Je pense que ça fait déjà un ensemble relativement cohérent. Lancez-vous là-dedans. Vous avez tout un tas de petites démarches assez rapides. Tous les travaux que je vous ai proposés à la fin sont des travaux qui peuvent aller vite pour certains, pour d'autres un peu moins, mais pour d'autres, il s'agit précisément de construire quelque chose au fur et à mesure sur chacun des textes. Vous commencez par un texte, vous avez fini au bout de 10 minutes, c'est clos. Vous passez à l'autre. Et vous faites le bilan. Dès que vous avez fait 1 heure de travail, vous regardez tout ce que vous avez fait. Et vous êtes satisfait, et vous continuez. Et si vous avez un blocage, vous me laissez une question sur Pronote, et j'y répondrai. Je
pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur cet oral. J'espère que tout ceci vous aide et je vous souhaite un bon travail. Et n'attendez pas le 3 mai pour retravailler, sinon vous allez vous planter. Parce que là, on est en train de travailler sur une 4e séquence et je vais vous donner bientôt ma lecture de l'acte 3 des fausses confidences, puis je ferai un bilan vidéo et en partie écrit d'ailleurs sur la question des stratégies et de la dynamique de manipulation dans les fausses confidences. Voilà, je vous souhaite un bon travail et puis à bientôt.